au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Alors, les motions de censure de LFI se succèdent à l'Assemblée, mais Elisabeth Borne et son gouvernement sont toujours en place. Social, budget, valeurs travail, nucléaire, Ukraine, laïcité, corrida, immigration, antisémitisme, encore Israël. La NUPES est-elle vraiment à l'unisson sur ces dossiers et sur les autres? Le salut de la gauche passe-t-il par la mélanchianisation des esprits, pour reprendre l'expression utilisée aujourd'hui par Jean-Christophe Cambadélis dans Le Parisien? Mais pour commencer, Fabien Roussel, si vous le voulez bien, la Coupe du Monde. On n'a pas très bien compris si vous étiez pour son boycott ou non. Si j'étais footballeur, si vous le disiez le 14 septembre, je ferais le choix de ne pas y aller 2 mois plus tard. Est-ce que vous regrettez la présence de l'équipe de France au Qatar ? C'est un choix individuel pour les footballeurs d'y aller ou pas, et j'ai entendu... Mais c'est un choix aussi national. J'ai entendu d'anciens footballeurs dire que eux, ils n'iraient pas, et je me suis retrouvé dans leurs propos. Maintenant, la Coupe du Monde, elle est là. Et vous la regardez à la télévision ? Elle a lieu. Ouais. Je la regarde. Ce que je n'ai pas apprécié, ce sont les propos moralisateurs qui ont pu être tenus à l'encontre des supporters du foot, de l'équipe de France, les amoureux du ballon rond, à qui on a dit, ne regardez pas la Coupe du Monde car elle a lieu au Qatar, c'est honteux, et si vous la regardez, vous êtes complice. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar est un scandale. Ça a eu lieu il y a plus de 10 ans. 12 ans. Il y a eu des responsables politiques qui ont contribué à cela. Je pense notamment à Nicolas Sarkozy, qui a fait basculer le vote de la délégation française à la FIFA. Il y a la responsabilité de la FIFA dans cette affaire. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas accuser les Français modestes, les amoureux du foot, les jeunes, les vieux, ceux qui se retrouvent en famille pour regarder les matchs, d'être coupables et complices. Il y a d'autres complices, et d'ailleurs, je pourrais citer les conventions fiscales qui favorisent le Qatar, qui sont exonérées de plus-value sur les opérations immobilières en France. C'est le seul pays, le Qatar, qui a des conventions fiscales privilégiées. Ouais. Je pourrais parler des ventes d'armes au Qatar. C'est le 5e pays à qui on vend le plus d'armes. Alors vous voyez, derrière, il y a le foot, et le foot, je suis supporter de l'équipe de France, et j'espère qu'elle va continuer cette belle série déjà entamée. Et donc Emmanuel Macron a raison de dire, si elle avance plus loin dans le mondial, il ira sur place. Ce que je souhaite, c'est que la France et l'équipe de France envoient aussi des signes et mettent un carton rouge à la FIFA. Parce que la FIFA est responsable. Justement, par rapport à la FIFA, en colère face à la décision de la FIFA, les joueurs allemands se sont couverts la bouche en signe de protestation mercredi avant leur match contre le Japon. Côté français, RAS, dans la lignée des déclarations du président de la FFF, Noël Le Graët, fidèle à la FIFA, le capitaine Hugo Lloris a fait savoir qu'il ne se battrait pas pour porter le fameux brassard One Love. Vous préférez l'attitude des joueurs allemands ou l'attitude des joueurs français ? Moi, je préfère l'attitude de ces équipes qui, aujourd'hui, ont le courage d'adresser un carton rouge à la FIFA et d'exprimer leur attachement aux valeurs humaines. Je pense d'ailleurs à l'équipe d'Iran, qui a refusé de changer l'hymne chanter l'hymne pour dénoncer le régime dictatorial qui est dans leur pays. Je pense à l'équipe du Danemark ou à l'équipe d'Allemagne. Eh bien, moi, je fais une proposition. Je fais une proposition. Comme la FIFA a proposé, à menacer les équipes de leur mettre un carton jaune s'ils avaient un brassard pour défendre les droits des LGBT. Je rappelle que l'homosexualité est interdite au Qatar. Eh bien, moi, je fais pas seulement interdite, punie jusqu'à la condamnation. Avant. Exactement. Je fais une proposition. C'est que l'équipe de France aille jouer son prochain match avec un beau maillot sur lequel il est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Personne ne peut reprocher à l'équipe de France de porter les valeurs de notre République, mais ces valeurs, liberté, égalité, fraternité sur notre maillot résonnera pour tous ceux qui regardent ces matchs et tous les Qataris et tous les travailleurs qui sont là-bas au Qatar et qui sont soumis à l'absence de droit, à l'absence de liberté, à l'absence d'égalité. C'est une proposition qu'ils peuvent prendre et ce sera salué par tout le monde. D'ailleurs, c'est un peu ce que disait vendredi à Berlin Elisabeth Borne, qui a considéré qu'il paraissait être une bonne chose que les joueurs puissent s'exprimer sur les valeurs que nous partageons. Elle dit évidemment entièrement, tout en respectant les règles du tournoi. C'est un peu ce qu'elle a dit. Oui, c'est ça, mais nous pouvons être porteurs de messages forts qui pourraient permettre de faire bouger les choses, les lignes, et garantir les droits de tous au Qatar,
quel que soit son genre, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion ou son origine. Je fais référence aussi aux 6500 ouvriers qui sont morts sur place pour construire ces stades. Et d'ailleurs, il devrait y avoir une part des primes liées à cette Coupe du Monde qui soient mises de côté, en réserve, pour pouvoir apporter des réparations, des compensations aux familles qui ont perdu un des leurs lors de la construction de ces stades. Alors, actualité franco-française, c'est l'ouverture par le parquet national financier de 2 informations judiciaires pour tenue non conforme des comptes de campagne et favoritisme et recel de favoritisme de la part de cabinets de conseil sur les 2 campagnes électorales de 2017 et 2022 du candidat Macron, lequel Emmanuel Macron a indiqué ne rien craindre de ces 2 enquêtes par le PNF. Est-ce qu'il a raison, Fabien Roussel? Est-ce que vous parlez d'un scandale McKinsey, d'une affaire d'État autour de McKinsey des cabinets conseils? S'agit-il de détournement d'argent public? Il y a derrière cela une affaire d'État tentaculaire. Ça, c'est sûr. Tentaculaire parce que le scandale des cabinets conseils et de McKinsey révélé par mes collègues parlementaires communistes et Éliane Assassi, qui est à l'origine, présidente du groupe communiste au Sénat, qui est à l'origine de cette commission d'enquête de mars dernier, a révélé justement un scandale tentaculaire dans la mesure où les cabinets conseils ont eu plus d'1 milliard d'euros de contrats entre 2018 et 2021, dont McKinsey. Le siège de McKinsey est au Delaware aux États-Unis, et grâce à cela, c'est un paradis fiscal, le Delaware, et grâce à cela, ils ont payé 0 impôt sur ces centaines de millions d'euros perçus, d'argent public perçus par l'État. C'est un scandale tentaculaire pour cela. C'est un scandale d'État maintenant, parce que il apparaîtrait, mais je ne voudrais pas me prononcer sur le fond de l'affaire, parce que je ne connais pas, et c'est la justice qui s'en a saisi, qu'il y aurait eu des relations entre McKinsey et le président de la République, et notamment le fait que des proches, des membres de McKinsey, des salariés McKinsey, auraient travaillé bénévolement pour la campagne de Macron. Maintenant, l'affaire est entre les mains du PNF. Je respecte, moi, à chaque fois le travail de la justice, et c'est au PNF de faire la lumière sur cette affaire. Est-ce que vous pensez que cette affaire peut compliquer la tâche du président Macron, paralyser la tâche du président Macron jusqu'à la fin de son quinquennat? Je crois surtout que ce qui va paralyser la tâche du président Macron, ce qui peut entacher son quinquennat, c'est la politique sociale et économique qu'il va conduire dans cette période dure que traverse la France aujourd'hui. Il y a une crise énorme que je pense nous ne mesurons pas tous, mais que nous avons analysé, nous, au Parti communiste français, et je vois que d'autres économistes disent la même chose. Une récession brutale qui risque de frapper notre économie, nos entreprises, qui subissent des coûts énergétiques, des coûts sur les matières premières, qui augmentent de manière inconsidérée, et le gouvernement ne s'attaque pas aux causes, aux origines de cette inflation terrible. Et de l'autre côté, il y a les ménages français. La consommation qui est pénalisée par une perte de pouvoir d'achat énorme et l'absence de hausse des salaires. Quand vous avez les deux, c'est-à-dire des entreprises frappées par une perte de compétitivité énorme et des Français pénalisés dans leur pouvoir d'achat, nous pouvons rentrer dans une crise aussi dure que celle de 2008. En 2008, c'était les banques qui étaient en difficulté, qui ont été renflouées d'ailleurs par l'État. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui se retrouvent lâchées et en grande difficulté, que ce soit le boulanger de Saint-Amand-les-Eaux ou l'entreprise de l'industrie métallurgique. Eh bien, s'il n'y a pas de mesures fortes de la part de l'État pour accompagner ces entreprises, non pas par des chèques, non pas par de la compensation, mais en s'attaquant aux causes de cette inflation, alors nous risquons d'aller dans le mur. C'est la raison pour laquelle je fais... Une question justement par rapport aux entreprises. Donc il y a les salariés, les entreprises. 150 000 entreprises sont en danger de mort du fait de la hausse des prix d'énergie. Avait alerté dès le 15 octobre Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Est-ce qu'il faut prendre ce cri d'alarme au sérieux? Est-ce que vous le prenez au sérieux? Est-ce que le gouvernement l'a-t-il pris suffisamment au sérieux? Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous entendons, ce cri d'alarme. Il faut le prendre au sérieux. Et les élus communistes, qu'ils soient maires, qu'ils soient députés ou sénateurs, qui sont sur le terrain, l'entendent de la part de toutes les entreprises qu'ils rencontrent. Alors, il y a
un risque de récession grave avec des fermetures d'entreprises en cascade ou de plans sociaux. D'abord, il faut s'attaquer aux problèmes énergétiques français. C'est faux de dire qu'aujourd'hui, si l'électricité augmente pour les entreprises et pour les communes, pour les collectivités, de 150-200%, tout est à cause de l'Ukraine. Il faut arrêter de dire cela. Si nous avons une telle inflation sur le prix de l'énergie, c'est d'abord à cause de la déréglementation du marché de l'électricité. C'est à cause de la spéculation du marché de l'énergie sur le marché européen. Nous faisons une proposition. Abroger la loi NOM qui a organisé cette déréglementation en France pour retrouver notre maîtrise de la distribution, de la tarification de l'électricité. Je vous donne un exemple. Monsieur Aziza, pour que les Français, vos auditeurs comprennent bien. La France, notre pays, nous sommes quasiment souverains en matière de production d'électricité. Nous produisons 90% d'électricité dont nous avons besoin. Grâce au nucléaire. Et en dépit des grèves dans les centrales nucléaires. Grâce au nucléaire, grâce aux barrages hydroélectriques, grâce aux champs d'éolien qui existent. Nous sommes souverains à hauteur de 90%. Alors vous proposez quoi et nous produisons de l'électricité la moins chère d'Europe, autour de 35 € du mégawattheure. Et donc nous faisons une proposition, c'est que la France retrouve sa maîtrise totale et qu'elle distribue aux entreprises comme aux ménages de l'électricité à un prix défiant toute concurrence à hauteur de 50 € du mégawattheure, parce que ça permettra d'avoir une marge pour les investissements à venir, notamment dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. Nous proposons d'attribuer de l'électricité, de l'énergie et décarbonée en plus grâce à nos centrales nucléaires, à nos entreprises, à ce tarif-là, sans que cela coûte à l'État de subventions. Mais ça dépend d'un accord avec l'Allemagne. Non, ça ne dépend pas d'un accord avec l'Allemagne. Nous sommes autosuffisants. Nous produisons cette électricité. Nous en sommes les maîtres. Des accords au niveau européen. Nous sommes autosuffisants à 90%. Les 10% d'électricité, de gaz que nous importons et que nous devrions importer excessivement cher à cause du marché européen de l'énergie, tant que l'on n'a pas trouvé de solution, même si cette électricité, nous la payons cher, nous pouvons la lisser sur le reste. En tout cas, nous sommes souverains. Il suffirait d'abroger cette loi, de créer un établissement public, un EPIC avec EDF et Engie pour retrouver notre totale maîtrise, notre souveraineté et pouvoir protéger nos entreprises et protéger les ménages. Vous parlez de pouvoir d'achat aussi des Français, des salariés. Et il y a eu cette volte-face de l'FI jeudi à l'Assemblée qui a retiré 2 de ses propositions dans le cadre de sa niche parlementaire, dont celle sur le SMIC à 1 600 € net. Est-ce que vous avez compris cette décision de vos camarades insoumis? Comme beaucoup de Français et surtout de salariés qui sont payés au SMIC ou en temps partiel au SMIC horaire, bien sûr, on ne comprend pas pourquoi cette proposition que nous soutenons du SMIC à 1 600 € net, que nous soutenons toujours. Ouais. D'ailleurs, nous allons, nous aussi, peut-être la défendre dans le cadre de notre niche. On va en parler. C'est quand votre niche? C'est au mois de mai. En tout cas, nous continuerons de nous battre dans les entreprises, partout, au Parlement, mais la question, au Sénat. Pourquoi cette volte-face? Est-ce que quelque part, ça vous a choqué? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux Insoumis pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont fait ce choix. Vous leur demandez de s'expliquer? Toujours est-il que pour nous, c'est incompréhensible parce qu'il est indispensable et important d'augmenter le SMIC horaire et d'augmenter le SMIC pour que au moins le travail soit rémunérateur et que quand on travaille et qu'on fait ces 35 heures, eh bien qu'on puisse percevoir un salaire minimum permettant de vivre décemment. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu à Saint-Amand-les-Eaux hier. J'ai réuni les locataires. Donc c'est votre circonscription, dans ma circonscription. J'ai réuni les locataires d'une résidence où les locataires qui sont des gens modestes, c'est du HLM, perçoivent là, aujourd'hui, des factures de régulation de charges de plus de 400 € pour des appartements de 40-45 mètres carrés. Ils sont mis de côté, ils ne bénéficient même pas du bouclier tarifaire. Vous vous rendez compte que celui qui a un chalet à Megève avec un spa et piscine, il bénéficie du bouclier tarifaire du gouvernement, et celui qui est en logement collectif n'en bénéficie même pas. Il y a des trous dans la raquette. Et donc, entre les gens qui ont aujourd'hui des factures d'électricité qui explosent, et notamment les plus mauvaises dans les HLM, et ceux qui ont des salaires minimums qui sont au ras des pâquerettes, la France explose. Je veux protéger les Français, protéger ceux qui travaillent, protéger ceux qui sont dans les logements collectifs parce qu'ils ont besoin de notre aide et de notre soutien. Et c'est pour ça que si le gouvernement ne met pas les mesures en place immédiates,
pour protéger les Français, protéger leurs salaires, protéger leur pouvoir d'achat, oui, nous risquons d'aller dans le mur. Non. C'est pour ça qu'il y a cette récession brutale dont je parle, elle n'est pas inéluctable. Nous avons des propositions. Alors, le groupe communiste à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, je pense à mon collègue Stéphane Peu sur la question des logements, je pense à mon collègue Fabien Gay au Sénat sur la question énergétique. Nous avons mis des propositions sur la table pour justement réparer la France et faire en sorte que nous sortions plus forts de cette crise. Mais on a un gouvernement qui est au service de la finance. Qu'est-ce que vous voulez? Ils préfèrent défendre le CAC 40 et les PDG du CAC 40 qui ont vu leur salaire augmenter de 52% en 2021, pendant qu'à nous, on nous demandait de nous serrer la ceinture. Ils ont fait leur choix. Nous, on fait le nôtre. C'est celui de la France, c'est celui du travail et c'est celui du salaire et du pouvoir d'achat des Français. Gouvernement au service de la finance. Pourtant, le Parlement a adopté vendredi un nouveau paquet d'aide de 2,5 milliards d'euros dans le projet de loi de finances rectificative. Ça va dans le bon sens ou pas? Mais ces 2 milliards d'aides, vous savez ce qu'il y a dedans? Je vais vous le dire, encore une fois. C'est ce dont parle d'ailleurs Gabriel Attal. Ce sont des chèques, des petits chèques. Alors, c'est des chèques de 100 euros, 50 euros, 200 euros, un coup ici, un coup là, et qui d'ailleurs oppose les Français entre eux. Entre ceux qui vont y avoir droit et ceux qui n'y auront pas droit. Et ceux qui voilà, parce qu'il y a un seuil, et donc ceux qui n'y ont pas droit vont dire, voilà, c'est encore nous qui payons, on travaille, on paye des impôts, on n'a droit à aucun chèque, et celui qui est à côté, qui travaille pas, il y a droit. C'est la honte. C'est la petite France. C'est la France des petits chèques, des petits salaires qui s'oppose avec la France des argentiers et de la finance. Et c'est pour ça que c'est tout cela qui fracture notre pays et qui crée des tensions terrible. Il faut s'attaquer aux causes de la spéculation. La classe moyenne, les cadres, les ingénieurs, ceux qui aujourd'hui ont des salaires au-dessus des seuils dont se parle le gouvernement, eux aussi, ils souffrent de cette spéculation. Il faut parler à tous les Français. Alors justement, vous parlez de Gabriel Attal dans le Parisien. Donc il a une interview au Parisien ce matin. Il dit il faut valoriser ceux qui font avancer le pays. C'est le ministre des Comptes publics qui dit ça. Et il précise la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité. Qui sont, selon vous, les autres, ces autres, qui visent Gabriel Attal? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais Gabriel Attal fracture encore les Français en disant ça. Moi, je vais l'emmener dans ma circonscription parler aux salariés de Vallourec, ce fleuron de notre industrie, dont le groupe vient de décider de fermer le site de Saint-Saulve. Et la France, l'État français est actionnaire de ce groupe. Je vais lui parler, moi, de ces salariés de Peugeot, Stellantis, ou de Renault, qui se battent pour avoir des hausses de salaire à la hauteur et qui voient leur entreprise, leur groupe, délocaliser en Chine la production des futurs véhicules électriques. Ou alors Stellantis, c'est le champion, lui, c'est le champion, toute catégorie des meilleurs salaires, Carlos Tavares. 66 millions d'euros de salaire annuel quand on cumule le salaire. C'est le plus gros salaire du CAC 40. C'est le plus gros salaire du CAC 40. Et ces salariés, ils ont eu le droit à 3% début février de hausse de salaire. Non, mais c'est du foutage de gueule. Et donc, donc, lui, quand il parle de ceux qui se lèvent tôt en faisant référence à cette phrase de Nicolas Sarkozy, il devrait penser à la France, à tous les Français, et notamment ceux qui ont des compétences et qui sont privés de leur travail parce que leur groupe ferme, parce que leur groupe délocalise, parce que leur groupe refuse aussi d'augmenter les salaires. Qu'est-ce qu'il dit à ces salariés qui sont payés à 1 600 euros net alors qu'ils ont 10-15 ans d'ancienneté? J'en ai encore rencontré dans le cadre de mon Tour de France. En lisant ce qu'il a dit, d'après vous, il dit quoi à ces salariés? Il leur dit continuer de taffer pour rien à 1600 balles et c'est tout. Enfin, quelle mesure propose Gabriel Attal pour redonner du sens au travail? Qu'est-ce qu'il redonne? Quelle mesure il propose pour redonner du sens au travail? Il a refusé, Gabriel Attal. Ouais. Il refuse, Gabriel Attal, que l'on augmente le SMIC. Il refuse, Gabriel Attal, que l'on fixe, que l'on fasse évoluer l'ensemble des salaires au même rythme que l'inflation. Il refuse l'échelle mobile des salaires qui existait avant dans notre pays et qui fait que tous les salaires augmentent en fonction de l'inflation. Il refuse, Gabriel Attal, qu'il y ait un bouclier tarifaire
pour les habitants des logements HLM. Il refuse, Gabriel Attal, que l'on puisse accompagner justement les communes qui veulent investir dans la rénovation énergétique des bâtiments et qui aussi les aiderait à payer moins cher l'électricité. Bref, Gabriel Attal, il fait beaucoup de moulinets avec ses bras, il brasse du vent et derrière, les Français n'ont rien. Alors, il brasse du vent, mais quelque part, donc c'est une ode aux classes moyennes de la part de Gabriel Attal, à la valeur travail contre l'assistanat. Et on se dit, c'est un peu ce que vous aviez dit en déclarant, préférez toujours la gauche du travail à la gauche des allocs. Hein, mais je le redis, mais vous savez pourquoi? Comment vous le redites? Mais parce que la différence... Comment vous le redites? Mais je défends la gauche du travail. Et défendre la gauche du travail, c'est l'inverse de ce que défend Gabriel Attal, parce que nous refusons toute délocalisation de nos entreprises à l'étranger. Défendre la gauche, défendre la France du travail, c'est faire en sorte que l'on fasse un garrot à cette hémorragie d'emploi. Défendre la France du travail, c'est investir dans nos services publics pour qu'ils embauchent les personnels dont nous avons besoin. Dans la santé, pour que nous ayons un service d'urgence et une maternité à moins de 30 km de là où on habite, dans toute la France, y compris dans les Outre-mer. Et défendre la France du travail, c'est faire en sorte que quand on travaille, on ait un salaire qui permette de vivre dignement. Et non pas avec des primes, non pas avec des dividendes salariés distribués à la tête du client ou en fonction des résultats de l'entreprise quand les salariés ont été essorés. C'est pour ça que la grande différence que j'ai avec eux, que nous avons avec eux, c'est que eux, quand ils parlent Attal, les libéraux, Attal, le président et la droite, jusqu'à l'extrême droite, eux, le travail, ils le veulent flexible, précaire, travail à la tâche, auto-entrepreneur, sans cotisation pour financer la sécurité sociale. C'est ça le modèle qu'ils sont en train de mettre en place. La réforme des lycées professionnels, l'allongement de l'âge de départ en retraite, la réforme de l'assurance chômage, tout ça vise à mettre la pression sur les salariés, à précariser le travail, et ils viennent nous donner des leçons sur le travail. C'est bien pour ça que je veux que la gauche s'empare du travail. Le travail plutôt qu'une France du RSA qui a miné des dizaines de millions. Donc ça, c'est l'assistanat. Mais je veux que l'on sorte. Je veux que l'on sorte des minima sociaux. En l'espace de 5 ans, créons 5 millions d'emplois dans notre pays et faisons en sorte qu'en l'espace de 5 ans, il n'y ait plus besoin de distribuer de minima sociaux, car nous aurons permis à chacun d'avoir un travail ou une formation, mais un salaire lui permettant de vivre. Alors vous dites que cette valeur travail nous oppose à la droite, à l'extrême droite, ainsi de suite, au gouvernement, mais la valeur travail aussi à l'origine d'un clivage à gauche. Alors que vous dites préférer toujours la gauche du travail à la gauche des allocs, Sandrine Rousseau, elle, parle de droit à la paresse, elle a parlé de droit à la paresse en vous répondant. Qui parle de droit à la paresse considère que le travail est une valeur de droite. Alors ? Mais justement, est-ce que la paresse serait une valeur de gauche? Mais c'est bien pour ça. Et le chômage une valeur de gauche. Mais c'est bien pour ça que la gauche doit s'emparer de ce débat que j'ai lancé en montrant ensemble que nous avons comme objectif de reconstruire une France du travail tellement il y a de besoins dans notre pays. Il y a la possibilité, nous disons nous, qu'il est possible d'embaucher 5 millions de personnes en l'espace de 5 ans pour répondre aux besoins, aux grands défis de notre pays. La transition écologique, l'allongement de la durée de la vie, les services publics. Nous avons tellement de besoins que nous voulons, nous, remettre le travail au cœur de notre projet de société. Alors, la paresse, c'est pas le sujet. Ce que nous disons, c'est que redonner du sens au travail, c'est faire en sorte qu'un travail rémunère et permette de vivre, mais faire en sorte aussi que travail ne soit pas synonyme de souffrance quand les métiers sont pénibles, quand on travaille à des heures compliquées pour la vie, quand on a des enfants. Le travail, c'est permettre à tout le monde d'avoir un travail. C'est pour nous travailler moins, ça n'a rien à voir avec la paresse. C'est faire en sorte que nous puissions peut-être organiser la semaine de travail en 4 jours, venir à 32 heures dans les métiers en tension, c'est permettre l'âge de départ en retraite à 60 ans pour profiter d'une vie après 40 ans de boulot, de pouvoir profiter de la vie un petit peu. C'est ça, redonner du sens au travail. C'est avoir un travail émancipateur dans lequel on se sente bien. On poursuit là-dessus quand vous constatez que la candidate de Sandrine Rousseau au Congrès des Verts a été largement distancée. Elle
paye quoi? L'écolo-activisme de Sandrine Rousseau et certains de ses propos, comme autour de la valeur travail ou de la viande symbole de virilité. Tout ça, c'était dirigé contre vous. Non, je ne veux pas commenter les résultats au sein... Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait plaisir quelque part ou pas? Je ne fais aucun commentaire. Je respecte les débats qu'ils ont entre eux. Ils préparent leur congrès, et voilà. Après, les adhérents font leur choix de l'orientation qu'ils veulent pour leur parti, et c'est sain que d'avoir ces débats au sein d'une formation politique à l'occasion d'un congrès et de définir ses orientations pour les années qui viennent. Je trouve que ce sont des débats démocratiques qui permettent effectivement de dire on préfère plus ça que ça. Et c'est sain d'avoir ces débats-là. D'ailleurs, vous aussi, au Parti communiste, vous allez avoir un congrès en avril. Certains ont envie de vous remplacer. Vous êtes serein par rapport... Vous avez des infos, M. Aziza? Vous êtes serein par rapport vous avez des infos de ce congrès? Non, moi, vous savez, je rencontre en ce moment les communistes dans toute la France, notamment dans ce Tour de France que j'ai entamé depuis le mois de septembre. Je rencontre beaucoup d'élus, beaucoup de salariés, beaucoup de chefs d'entreprise. Et à chaque fois, je rencontre aussi mes camarades, leurs instances dirigeantes, et je réponds à toutes leurs questions pour préparer ce grand débat que nous avons à l'occasion du congrès. Je trouve beaucoup de communistes et de responsables du parti plutôt fiers et heureux que le Parti communiste français ait retrouvé sa place dans le paysage politique national avec une voix forte à gauche qui se distingue, qui porte des orientations nouvelles et importantes pour notre pays au regard de la situation dans laquelle nous vivons, avec un capitalisme financiarisé qui n'a jamais fait autant de mal au monde ouvrier, au monde du travail. Et c'est pour cela que nous portons des orientations fortes qui s'attaquent à ce système capitaliste. Et nous disons que le communisme reste une idée neuve. On va parler du communisme et du reste et de la gauche. Mais d'abord, je vous relance par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le pouvoir d'achat, la valeur travail, le SMIC, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez que les filles aient préféré débattre de la tauromachie plutôt que du SMIC? Et on revient à ce que nous évoquions au début de cette émission. Donc, plutôt proposition. Mais vous voyez, que celle du SMIC. M. Aziza, j'aime bien venir ici à votre émission. Ça me fait passer on aime bien vous recevoir. Le dimanche. Tout simplement, c'est sympa. Mais je ne vais pas passer mon temps à commenter ce qui se passe chez les Verts ou à la France Insoumise. C'est pas mon truc, ça. Moi, je préfère m'occuper de la France, des Français, de mon parti. Il y a du boulot quand même. Donc, si je dois m'occuper du Congrès, des socialistes, des Verts, et bon, chez les Insoumis, il n'y a pas de congrès, donc c'est pas compliqué. Mais enfin, je ne veux pas commenter. Il n'y a pas de congrès, c'est la dictature du prolétariat chez les Insoumis, c'est ça? Dictature du prolétariat? Non, chacun fait ses choix d'organisation, je les respecte. Nous avons une situation extrêmement grave dans notre pays. Je suis content qu'à gauche, nous sachions partager des propositions communes, et c'est tant mieux parce que les Français ont aussi besoin d'entendre qu'à gauche, il y a de l'espoir et que nous savons défendre ensemble la hausse du SMIC, une retraite juste, des services publics, la rénovation énergétique. Ça, c'est important et je préfère m'attacher à ce qui nous rassemble et pas parler des différences au sein de nos congrès. En tout cas, les semaines se suivent et se ressemblent à l'Assemblée nationale avec une succession de motions de censure de LFI suite à l'utilisation par le gouvernement du 49.3 pour faire adopter les textes budgétaires. Est-ce que la stratégie de la NUPES peut se limiter à des motions de censure à répétition? Non, mais il ne faut pas non plus dire ça, de la manière dont vous présentez les choses. Non, mais c'est une question. Oui, mais vous présentez les choses comme si, effectivement, notre combat se réduisait à des motions de censure. D'abord, le problème, c'est pas une succession de motions de censure. Le problème, c'est une succession de 49.3. Enfin, vous vous rendez compte le nombre de guillotines qui viennent de tomber sur la tête de la démocratie, de notre belle République, avec ce 49.3, ce couperet qui tombe sur tout débat, que ce soit sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale ou que ce soit sur le budget de la nation. À chaque fois, nous sommes en train d'avancer. Il y a même des amendements. Enfin, vous imaginez qu'il y a eu des amendements qui ont été votés par une majorité à l'Assemblée nationale, parfois même réunissant la gauche et les Républicains, la droite, pour protéger les budgets de nos communes notamment. Donc, nous arrivons à nous mettre d'accord sur des amendements. Et voilà que notre Elisabeth Borne, la Première ministre, arrive et là, crac, la guillotine. Et voilà aussi que souvent, le Rassemblement national vote les motions de censure de LFI. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, le problème démocratique, c'est celui-là. Les Français ont voté pour une Assemblée nationale avec des groupes composés de différentes forces politiques. C'est comme ça. Eh bien, le gouvernement devrait plutôt respecter ce choix, accepter la discussion et les compromis, plutôt que de faire tomber la guillotine. Ça, c'est le problème. Les motions de censure votées par le... Ensuite, c'est justement ça, c'est un problème. Qu'est-ce qui est un problème ? Je ne partage pas l'idée que ces motions de censure devraient être votées, y compris par le Front National, pour pouvoir faire tomber le gouvernement, parce que ça ne dit rien de ce que nous pourrions proposer ensuite. Ça ne dit rien, au contraire, ça laisserait entendre que nous pourrions, nous, la NUPES, nous pourrions nous mettre d'accord pour faire tomber le gouvernement avec l'extrême droite. Et ça, je rejette cette idée. Je rejette cette idée. Que nous ayons une motion de censure ensemble, au début, ce que nous avons fait. Que nous ayons une motion de censure ensemble, à la fin, ce que nous ferons, pour montrer comment la démocratie est atteinte par ces 49.3. Ça, c'est une chose. Mais qu'on les multiplie et qu'on se félicite en même temps par des tweets que le Front National ait voté notre motion de censure. C'est la raison. On précise pour nos auditeurs, hein, vous pensez au tweet de Raquel Garrido et de Jean-Luc Mélenchon qui, Raquel Garrido applaudissait le fait que le Rassemblement national ait voté la première motion de censure avec eux, et Jean-Luc Mélenchon qui regrettait que la motion de censure ait échoué à 50 voix. Et c'est la raison pour laquelle je ne partage pas et je ne vote pas ces motions de censure. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le groupe communiste, notamment, l'Assemblée nationale, ne les signe plus. Elles sont déposées maintenant seulement par la France insoumise. Nous avons dit, nous, qu'il était préférable d'être fort sur une motion de censure à la fin des textes, du PLF et du PLFSS, mais bon, les insoumis font leur choix, mais voilà. Mais vous savez... on poursuit. C'est pas ça l'essentiel. Oui, mais on va poursuivre parce qu'il reste... Je suis gentil, je réponds à vos questions, mais... moi, je suis gentil, je vous pose des questions. Bah oui, mais on va pas faire l'émission là-dessus non plus. Non, Jean-Christophe Cambadélis, aujourd'hui, dans le Parisien, il dit qu'il considère que la gauche doit mettre fin à ce qu'il appelle une mélenchonisation des esprits parce que, dit-il, c'est l'ancien patron du PS, le populisme de gauche est une incantation radicale qui n'y gagne pas et ne règle rien. Est-ce que c'est pas aussi votre vision des choses et du débat à gauche mais vous ne voyez pas que ces questions, elles sont à 10 000 lieues des problèmes des Français. C'est de la politique politicienne, tout ça. Mélenchonisation des esprits, est-ce que ça vous parle ? Non, mais je ne pense pas que ça parle aussi aux Français. Je pense que les problèmes des Français sont bien plus graves et à 10 000 lieues de ces débats qui sont pas au niveau, quoi. Voilà. Je souhaite, moi, qu'il y ait une gauche forte, combative, qui redonne de l'espoir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, et c'est pour ça que je fais aussi ce tour de France, c'est pour écouter ce que les Français ont à nous dire, à me dire, et construire avec eux des réponses nouvelles à gauche. Il faut que la gauche redonne de l'espoir, et qu'elle soit en capacité de l'emporter demain. C'est un peu ce que dit Cambadélis, en parlant de mélenchonisation des esprits. Je suis obnubilé, moi, par une chose, pas par la mélenchonisation des esprits, ou NUPES or not NUPES, that is not the question, comme je dis à chaque fois, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment la gauche l'emporte demain. Comment nous arrivons à être majoritaires. Et pas une gauche de renoncement, pas une gauche qui se met d'accord sur le plus petit dénominateur commun, une gauche qui apporte des réponses aux problèmes de notre pays. C'est pour ça que je souhaite, moi, plutôt, au lieu de parler de mélenchonisation des esprits, poussons les débats que nous avons à gauche pour avoir les meilleures propositions au pays. Je ne lâcherai rien sur la question énergétique, par exemple. Sur le nucléaire. Vous n'êtes pas forcément majoritaire. Tout à fait. Mais pour moi, ce n'est pas un point de détail dans un programme. C'est une question fondamentale. Retrouver notre souveraineté énergétique, investir dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. Pour moi, c'est une proposition fondamentale. De la même manière, la question du travail, elle est fondamentale. Je souhaite un projet de société dans lequel nous disons que nous allons réussir à éradiquer le chômage et sans faire de l'État l'employeur en dernier ressort. Et il faut aussi mettre le privé, le capital autour de la table et faire en sorte qu'il participe. Et sur un tas d'autres sujets, sur la République universaliste, sur les questions de sécurité, quand je vois la hausse du trafic
les trafics de drogue. Il n'y a jamais eu autant de cocaïne qui rentre dans notre pays. Et il faudrait désarmer la police, il faudrait la stigmatiser. Alors que moi, c'est Mélenchon qui le dit. Hein. Je souhaite au contraire. On est d'accord. Je souhaite au contraire, moi, faire en sorte que nous ayons des moyens à la hauteur d'enquêteurs, avec une police judiciaire qui ne dépende pas du préfet, ça c'est à l'adresse de M. Darmanin, que nous ayons des moyens d'enquête, de police, de gendarmerie, de traque du blanchiment de l'argent pour s'attaquer à ces trafics qui viennent pourrir nos cités et nos quartiers. Donc c'est un projet qui est vraiment fondamental à gauche et je souhaite qu'on se batte sur les idées et pas sur les personnes. Et pas sur les personnes. Mais quand même, quand Badelis il dit mélangealisation des esprits, quand on vous entend parler, on se dit la roussélisation des esprits, ça peut être la valeur travail, ça peut être la valeur police, la valeur sécurité, ça peut être aussi, vous parlez de la viande, ainsi de suite, c'est ça? C'est la question de la souveraineté énergétique, de la souveraineté alimentaire, de notre souveraineté industrielle et sanitaire, elle est au cœur de notre projet. Je ne parle pas de roussellisation des esprits, c'est vous qui le faites. Je parle, moi, d'un parti qui est le mien, le Parti communiste français. Ça va être au cœur de notre congrès. Quelles sont les orientations que nous voulons défendre pour notre pays? La question n'est pas le rassemblement, encore une fois, puisque nous sommes, un parti génétiquement rassembleur. Nous sommes présents dans des listes, dans toute la France, dans des majorités de gauche avec nos amis socialistes, écologistes, insoumis, pour construire des majorités. Donc, le rassemblement, nous le construisons à chaque fois. La question, c'est l'orientation. Que voulons-nous pour la France? Orientation, justement, un débat qui a animé jeudi la séance à l'Assemblée. Les députés de la France insoumise ont échoué jeudi à faire adopter le texte pour la réintégration des soignants non vaccinés, donc lors d'un débat houleux. Emmanuel Macron a-t-il raison de dire qu'il s'agit là d'une décision scientifique et pas politique? Réintégration ou non des soignants non vaccinés? C'est une question scientifique et pour m'être exprimé beaucoup pour la vaccination, pour le respect des chercheurs, des scientifiques, je respecte, moi, les décisions des scientifiques, et il faut les écouter. Mais justement... Et on attend une décision rapidement. Oui, mais justement, pour avoir été dans les Outre-mer et avoir écouté ce qui se passe aussi là-bas, Aujourd'hui, il y a encore des soignants non vaccinés qui sont empêchés de pouvoir exercer leur profession. Et ce que nous savons, mais les scientifiques le reconnaissent, c'est que les vaccins n'empêchent pas la transmission autant qu'ils pouvaient le dire au début. Ce que nous savons, et ça ce sont les organisations syndicales qui me le disent quand je vais dans les hôpitaux, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de soignants vaccinés attrape le Covid, on le voit bien, et ils travaillent avec le Covid. Ils travaillent avec le Covid. Et donc, quand on additionne tout ça, effectivement, les organisations syndicales, elles-mêmes, elles ont changé de point de vue. Et moi, elles m'ont fait bouger aussi. Elles me disent, mais pourquoi on ne les réintègre pas? On nous fait tous travailler avec le Covid. En revanche, je précise ici que oui, la profession de soignant rend obligatoire d'être vacciné pour un certain nombre de maladies. Se posera la question de l'obligation vaccinale contre le Covid, puisqu'on va devoir vivre avec pendant longtemps. Mais là, pour l'instant, face à l'urgence et à la recrudescence de l'épidémie, faisons en sorte qu'ils puissent tous travailler. La vie parlementaire, Fabien Roussel, a été perturbée par ce qu'il convient d'appeler l'affaire Quatennens. Après de nouvelles accusations de violence conjugale à répétition depuis 3 ans par son épouse, le groupe LFI a donc annoncé qu'il attendra la décision de justice pour décider collectivement des suites à donner en son sein et que d'ici là, le député du Nord, Quatennens, donc du Nord comme vous, ne participera pas à l'activité parlementaire de LFI. Est-ce que cette décision vous paraît à la hauteur de cette crise que traversent à la fois LFI et la NUPES? D'abord, cette décision revient effectivement au groupe de la France Insoumise, puisque Adrien Quatennens est membre de leur groupe et député insoumis. Cette décision leur revient, et la décision qu'ils ont prise et que vous venez de lire est une décision de sagesse, effectivement, car quand on est un parti féministe, comme nous le sommes aussi, le Parti communiste français, eh bien, nous devons prendre garde à ne pas envoyer de mauvais signaux en direction de toutes celles avec qui nous luttons, nous travaillons pour la mise en place d'une république féministe. Et donc, cette décision est une décision de sagesse. Sagesse, certains demandent la démission de Adrien Quatennens, c'est vous? Mais
je pense que la décision que vient de prendre la France Insoumise est la plus juste qui soit, dans l'attente d'un procès, et de nouvelles questions se poseront à l'issue. Un procès s'est fait aussi pour donner la parole à tout le monde. Est condamné ou pas, et donc, mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Le temps de la justice, le temps de la parole, le temps des explications, le temps éventuel des sanctions. Et à ce moment-là, les députés, mes collègues insoumis, décideront bien de ce qu'il faut faire. Mais ne précipitons pas les choses. Et est-ce que cette affaire ne s'est pas transformée en poison politique, non seulement pour LFI, mais aussi pour la NUPES ? Mais la NUPES, il faut arrêter d'en parler comme si c'était un parti, un mouvement dans lequel nous serions adhérents. Mais pas du tout. La NUPES est un accord électoral que nous avons fait à l'occasion des élections législatives, un accord programmatique qui nous a permis de nous mettre d'accord sur une série de propositions, mais qui a aussi dit que nous avions des désaccords sur un certain nombre. Il nous a permis de gagner 151 députés, mais ce n'est pas une formation politique. Et donc, ce qui arrive à une des forces politiques, c'est son sujet à lui, mais ça n'a rien à voir avec le rassemblement que nous avons construit. Alors on va parler d'un sujet à vous. En juillet dernier, vous avez signé la proposition de résolution présentée par une trentaine de députés sidérants de la NUPES et initiée par votre camarade le député communiste Jean-Paul Lecoq, condamnant, je cite, « l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien », un texte qui accuse l'État hébreu d'avoir instauré un système d'oppression et de discrimination systématique dont l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial, sous-entendu juif, sur un autre. Où en êtes-vous aujourd'hui, Fabien Roussel, avec cette résolution ? D'abord, aujourd'hui, si vous me permettez, Monsieur Aziza, l'actualité, c'est quand même surtout ce qui vient de se passer le 1er novembre en Israël, avec ces élections. Ces élections qui ont vu l'extrême droite gagner un grand nombre de sièges et Benjamin Netanyahou tendre la main à cette extrême droite, à ces ultra-orthodoxes religieux. Et tout cela fait peser une menace sérieuse sur l'avenir même de la vie démocratique en Israël et sur la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors maintenant, la résolution. C'est extrêmement sérieux. Il nous reste peu de temps, c'est pour ça que je veux que vous répondiez sur la résolution. Mais oui, mais c'est une situation suffisamment grave. Et comme on ne va pas avoir beaucoup de temps, je voudrais tout de suite dire ici que j'appelle le gouvernement à agir pour la libération de Salah Hamouri, notre confrère israélo-palestinien, avocat qui est enfermé depuis mars 2022, 264 jours. Et il est enfermé sans procès, injustement, et nous demandons sa libération. Et je redemande à M. Macron d'agir en faveur de sa libération. La proposition de résolution. La proposition de résolution est une proposition de résolution qui vise à demander à ce que la France condamne un système d'apartheid en Israël, ce que je remarque aujourd'hui. Vous parlez, vous, d'un système d'apartheid en Israël ? Il n'y a pas que moi qui en parle, si vous me permettez, M. Aziza. Mais au lendemain de ces élections, justement, des voix israéliennes, progressistes, de la gauche, se sont exprimées pour dire ne parle pas de système d'apartheid. Ils disent quand même... Non, mais vous rigolez ou quoi ? Ils ne parlent pas de système d'apartheid. Vous voulez que je vous cite... Non, mais vous voulez que je vous cite le philosophe Asa Kacher, professeur à l'université de Tel Aviv, qui au lendemain de ces élections, a exprimé ses inquiétudes sur la nature juive de l'État d'Israël et l'avenir de la démocratie. Je le cite, « Si la dimension démocratique d'Israël est niée, c'est un état d'apartheid qui nous attend. » Et il ne parle pas d'apartheid aujourd'hui. Attendez, il nous reste 2 minutes. Je voudrais citer Christian Piquet, membre de la direction du PC, qui avait fustigé en juillet cette proposition de résolution. Il disait une lourde faute politique. Et il ajoutait parler de volonté de domination par un seul groupe racial, sans même évoquer le mot de génocide hitlérien, qui laissa les survivants aux prises avec la terrible mémoire de la destruction totale des diasporas et conduisit une partie d'entre eux à chercher un abri loin du continent européen. Et donc une reconstruction inacceptable de l'histoire. Est-ce que vous aussi, vous faites cette analyse, la même analyse? Mais c'est parce que dans cette résolution, dont je ne partage pas tous les mots, et y compris l'emploi du mot groupe racial, qui est
et si ça a été utilisé, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler et d'échanger avec Jean-Paul Lecoq là-dessus, s'il a utilisé ce mot, ce n'est pas de son propre chef, c'est parce que c'est la définition juridique internationale de l'apartheid définie par le traité de Rome et qui emploie ce terme de domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial. En Israël. Mais ce qui fait de moins en moins débat, quand même, quand je vois des organisations israéliennes comme B'Tselem notamment, quand je vois des ONG comme Amnesty International ou Human White, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui disent eux-mêmes que ce régime tend vers un régime d'apartheid. Il faut ouvrir. C'est pas un régime. Attends, il faut pas botter en touche. Christian Piquet, donc membre du Parti communiste, de la direction du PC, disait en juillet « Je ne voudrais pas demain qu'une initiative totalement inappropriée nous vaille à notre tour une image aussi indélébile que la phrase de De Gaulle parlant des Juifs comme d'un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. » Est-ce que vous n'avez pas les mêmes craintes ? Et beaucoup ont dit d'ailleurs que ce type de résolution, ça conduit à favoriser l'antisémitisme. D'abord, ce n'est pas juste que l'on parle d'antisémitisme si on émet des critiques fortes concernant le gouvernement israélien, qui va être un gouvernement d'extrême droite très dur, dont l'objectif est de durcir encore sa politique vis-à-vis des Palestiniens. Non mais vous vous rendez compte que là, ils sont en train de prévoir une réforme de la justice pour que la Cour de justice israélienne soit directement soumise aux décisions de l'exécutif et du pouvoir politique. Oui, mais vous rigolez ou quoi, monsieur Aziza ? Non mais alors vous venez avec vos questions, moi j'ai pas le droit de venir avec mes réponses. C'est pas juste. Vous allez voir que cette résolution, même s'il y a des mots que je ne partage pas dedans, cette résolution, elle a le mérite de poser un débat qui va se poser encore plus crûment avec l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite. Et je pense à ces jeunes Israéliens progressistes qui ont fait le choix de venir s'installer en Israël et qui sont aujourd'hui inquiets de l'avenir de leur pays, inquiets de l'avenir de la démocratie, inquiets de voir la paix reculer encore plus. Eh bien, moi, je pense d'abord à eux et cette résolution. Et cette résolution posera, bien sûr, et si je peux faire en sorte, avec mes collègues, que l'on puisse faire en sorte que, en l'amendant, qu'elle puisse rassembler plus largement, je le ferai, mais ce débat doit avoir lieu. Nous devons avoir ce débat, car c'est extrêmement grave, y compris de savoir, est-ce que la France, quelles vont être les relations de la France avec un gouvernement ultra-orthodoxe d'extrême droite en Israël, quand je vois les débats avec Meloni en Italie. Ce sont des questions... pour les relations avec Israël ? Mais je ne dis pas ça. Je dis comment on va se comporter. Comment on va se comporter ? Et on arrive à la fin de cette émission. Merci en tout cas, Fabien Roussel, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous.